Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Bonjour Frédéric Esqueré, dont nous sommes ravis d'être dans vos locaux, dans les locaux du Parvis aujourd'hui. Alors nous avons déjà assisté à la présentation, aux présentations officielles de la saison. Nous sommes venus donc pour ça aussi, mais nous avons pu constater que quand même vous avez déjà marqué de votre empreinte cette nouvelle saison. Il y a un nouveau logo, nouveau site internet, qui est beaucoup plus ergonomique d'ailleurs que celui qui était. Et donc, on a vu aussi, comme vous avez un peu essayé de casser les codes pendant les présentations de saison, avec des choses qui ont interrompu même votre discours. Voilà. Alors, on venait donc pour voir pourquoi. Alors, le logo, pourquoi est-ce que ça signifie que le Parvis est à la croisée des chemins? Quelle est la signification du logo? Oui, c'est un peu ça. Bon, d'abord, on souhaitait, après cette période un peu complexe quand même, et on y est encore, mais une période où on a vraiment été coupé du public et de l'extérieur, malgré tous les efforts qu'on a pu faire, notamment en direction des scolaires, on est quand même un peu sorti des radars, quoi. Donc il faut le dire, hein, et ça je pense que c'est le cas pour tous les lieux de culture, et pas que nous bien sûr. Et l'idée c'était d'essayer de montrer que le Parvis restait bien présent, avait toujours envie de créer du lien, et on a essayé de trouver aussi graphiquement quelque chose qui traduisait cela. Donc à la fois retrouver un peu de joie, un peu de couleur, quelque chose d'un peu printanier, d'un peu coloré. Donc c'est un peu l'idée de ce nouveau logo. Et puis quelque chose qui fasse un peu signe. Donc c'est une espèce d'astérisque géante. Avec, là, effectivement, on peut y voir la croisée des chemins, le fait de faire du lien. Et c'est un peu l'objectif général de notre maison, que d'essayer d'être en lien avec tous les publics, avec tous les territoires qui composent ce département, avec l'ensemble des partenaires, qu'il s'agisse de partenaires politiques, de partenaires institutionnels, de partenaires associatifs, de relais dans la société civile, de travail, par exemple, avec des structures, des associations comme l'UTL, dont vous faites partie, et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Donc l'idée, c'est de continuer à travailler en ce sens. Oui, donc on a essayé d'avoir une image qui traduise un peu cette idée-là. Voilà. Donc évidemment, vous savez, la communication, ça reste assez symbolique aussi, et que l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui symbolise un peu, et donc qui installe un peu une nouvelle image. Donc cette année, on l'a indiqué comme ça. Après, vous verrez cette espèce de signe, cet astérisque, on va le retrouver certainement un peu tout au long de l'année, et peut-être des saisons qui viennent, comme étant un signe un peu, comment dirais-je, fort, quoi, pour le Parvis, quoi. Voilà. C'est plus moderne aussi. Oui, enfin, c'est plus, oui. Même le site internet est beaucoup plus ergonomique parce qu'on a une vision d'ensemble, alors qu'avant il fallait cliquer sur des flèches pour aller voir ce qui se passait après. Voilà, c'est beaucoup plus ergonomique. Vous savez, c'est un ensemble. C'est-à-dire que nous, ce qui nous semble important, on a une activité variée. On a, effectivement, vous l'avez dit, un site plus ergonomique qui, en tout cas, essaie de donner une place un peu claire aux différentes activités du Parvis. Donc vous avez une entrée spectacle vivant, une entrée centre d'art contemporain, une entrée cinéma. Il est important aussi pour nous, vous allez voir que le prochain mensuel, qui aujourd'hui était un mensuel, une feuille mensuelle de programmation du cinéma, vous allez voir la nouveauté dès le prochain numéro, c'est que ça sera toujours une feuille mensuelle du cinéma, mais qui intégrera un cahier spécial de 8 pages à l'intérieur autour du spectacle vivant et du centre d'art. Et que autour de tout cela, il y a une ligne graphique qui nous semble importante. Donc vous voyez bien que le site internet, il est complètement
graphiquement liés à nos supports papier, donc ce nouveau mensuel sera aussi très reconnaissable, que quand on sera sur une affiche installée en ville ou sur un tract pour un spectacle que l'on fait à Saint-Lary ou à Argelès, on aura aussi toujours quelque chose d'assez reconnaissable sans être non plus écrasant. L'idée, c'est aussi qu'on puisse valoriser les partenaires avec lesquels on travaille. Donc oui, il y a un travail graphique qui est important sur l'ensemble de nos supports. Oui. Alors vous avez souhaité donner plus d'accessibilité aux personnes avec handicap et développer aussi une politique en faveur des jeunes. Et pouvez-vous nous parler, développer sur ce thème-là? Oui, c'est-à-dire que, donc encore une fois, quand on a un label comme celui de Scène Nationale, ça veut dire qu'on a une mission de service public. Une mission de service public, ça veut dire aussi que nous sommes fortement subventionnés et que donc c'est le contribuable qui nous permet de développer l'action que nous développons. Et donc cette mission de service public fait que notre objectif, même si ça reste une utopie, on le sait, c'est de s'adresser au plus grand nombre. Donc avant de réussir à convaincre, ce qui n'est pas simple, toute personne que pousser la porte d'un théâtre ou d'une salle de cinéma, c'est ouvert à tout le monde. Et ça, c'est pas toujours facile de convaincre. En attendant, il faut au moins, à la base, que nous ayons l'offre qui nous permette justement de nous adresser au plus grand nombre. Donc vous l'avez dit, la jeunesse est un axe fort de ce projet. On sait bien et heureusement, que nous avons tous ces abonnés, mais qui, on le sait, ce que disait avec humour Bruno Delaroche, alias Jérôme Roger, lors de la présentation de saison, effectivement, ou ce que dit Wally aussi, qu'il y a des gens qui font du spectacle jeune public. Lui, il est plutôt spécialisé dans le vieux public, puisqu'il joue essentiellement devant des profs, des retraités, et parfois même, c'est les deux à la fois. Donc, voilà, c'est ce qu'il raconte, et c'est vrai, il faut le reconnaître, que dans la difficulté de toutes les structures comme les nôtres, et pas que les scènes nationales, j'en parlais avec Pierre Domingès aussi, sur les musiques actuelles. Aujourd'hui, les jeunes, ce sont plutôt des gens qui ont 35-40 ans. Sauf que pour nous, moi ce que j'entends par jeunesse, c'est plutôt les jeunes qui sortent, on va dire, du cadre scolaire. C'est-à-dire comment on favorise la démarche individuelle de la jeunesse pour venir, avoir l'envie de venir vers nos lieux. Et donc on va dire que c'est plutôt les moins de 30 ans, globalement. Oui. Donc on a essayé à la fois dans la programmation d'avoir une ouverture peut-être d'un spectre un peu plus large par rapport à la jeunesse, et ensuite de mettre en place une politique tarifaire volontariste, c'est-à-dire que toute séance de cinéma toute l'année au Parvis, c'est 4 €, donc c'est quand même assez imbattable, et que pour le spectacle vivant, c'est 6 ou 10 €. C'est-à-dire que 10 € pour aller voir l'Orchestre du Capitole, par exemple, je veux dire, même à Toulouse, à la Halograin, alors qu'ils travaillent aussi avec les étudiants, ils sont sur des tarifs supérieurs à celui-là. Donc c'est vraiment une volonté claire de notre part que de travailler avec la jeunesse. Et donc l'autre partie de votre question portait sur l'accessibilité. Effectivement, nous avons développé, alors c'était pas visible évidemment depuis 1 an, nous avons bénéficié d'un appui particulier de la Direction régionale des affaires culturelles dans le cadre d'un programme national autour de l'accessibilité pour essayer de rendre nos lieux et surtout les œuvres accessibles au plus grand nombre. Et pour cela, et notamment pour les personnes en situation de handicap. Alors vous savez que dans toute construction nouvelle de bâtiments, l'accessibilité aux personnes en mobilité réduite est obligatoire. Nous, ici, nous sommes dans des lieux qui datent d'avant les dernières de ces lois-là. Ceci dit, même si je reconnais que l'accès pour les personnes à mobilité réduite de notre grande salle n'est pas des plus simples, ceci dit, il existe, et que toute personne en fauteuil, ici, si on le sait, si on est signalé, nous, on accueille tout le monde et tout le monde rentre dans la salle, ça, il n'y a aucun problème. Les salles de cinéma, il n'y a pas de souci. En revanche, on oublie parfois d'autres types de handicaps, notamment les handicaps sensoriels, qu'il s'agisse des personnes malvoyantes ou aveugles ou des personnes sourdes ou malentendantes. Donc par rapport à ces publics-là, nous avons développé un projet particulier en équipant nos salles de cinéma d'un système qui s'appelle le ToiVox. ToiVox, c'est un boîtier spécifique qui permet en fait, alors les personnes en situation de handicap connaissent cette application, essentiellement en général c'est à partir d'un smartphone, toutes ces personnes sont équipées d'un smartphone qui en général a des applications spécifiques qui leur permet justement de gérer aussi leur handicap, ou à partir d'une tablette. Ça veut dire qu'en fonction de leur type de handicap, ils peuvent accéder
aux œuvres en déclenchant en fait l'aide qui correspond à leur handicap. Par exemple, effectivement, pour les aveugles ou malvoyants, il s'agit de l'audiodescription. Donc, ils ont un casque et ils déclenchent devant le film l'audiodescription, comme quand ils sont devant leur télé chez eux, finalement, où en plus d'entendre le son, tout ce qui se passe à l'écran leur est décrit de façon précise. De la même façon, pour les sourds et malentendants, ce sont des sous-titrages spécifiques, hein, SME. Donc sourd et malentendant, ça veut dire qu'en plus du sous-titrage que l'on a quand on est sur un film en version originale, il y a aussi une partie qui explique, par exemple, là il y a un bruit, là on entend ceci, on entend cela, parce que évidemment, nous quand on est entendant, on a besoin du sous-titre, mais toute la bande de son, on l'entend. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'on a installé au cinéma, et ensuite on a aussi choisi dans les œuvres que l'on présente au spectacle, de développer donc des spectacles qui sont adaptés en LSF, donc en langue des signes française, et des spectacles en audiodescription. Donc ça veut dire que les gens arrivent et donc d'ailleurs ça c'est très intéressant comme expérience, même pour des personnes qui ne souffrent pas de ce handicap, c'est de faire l'expérience, hein, c'est-à-dire vous mettez un bandeau sur les yeux et un casque sur les oreilles, et vous pouvez vivre de façon différente aussi la représentation. Donc ça permet aussi de voir ce que ça donne pour ces personnes-là. Et évidemment, nous allons travailler autour de ces programmations avec des visites commentées des expositions, enfin des visites doublées en LSF, des visites tactiles des plateaux de théâtre, des costumes, etc. On va essayer de développer un maximum d'actions autour de la programmation en direction de ces publics. Et ensuite, ce qui est important aussi à dire, parce que ça on l'oublie, c'est qu'il y a des spectacles qui sont naturellement accessibles. Par exemple, quelqu'un qui est malvoyant ou aveugle peut tout à fait apprécier un concert de l'Orchestre du Capitole ou de l'Orchestre de Bordeaux. Là, on peut dire que ce spectacle est considéré comme naturellement accessible. A l'inverse, un spectacle de danse avec beaucoup de danseurs ou de cirque très spectaculaire, on peut considérer que ça peut être naturellement accessible pour une personne sourde ou malentendante. Donc nous aussi, on travaille un peu là-dessus, sur cette idée-là. Et puis, il faut aussi penser aux handicaps mentaux, notamment, où là aussi, c'est pareil. Nous, en lien avec les soignants, ou avec les encadrants, ou avec les éducateurs spécialisés, etc., des différentes structures, on peut accompagner un choix dans la saison. Par exemple, des spectacles jeunes publics peuvent être vraiment super pour des personnes avec une déficience mentale, par exemple. Donc on va travailler aussi là-dessus pour attirer et expliquer qu'on est aussi tourné spécifiquement vers ces publics-là. Alors moi j'aimerais aussi qu'on parle de l'ancrage territorial qui s'est quand même bien amplifié, et aussi peut-être de nouveaux partenariats. Je crois que par exemple avec le CAC de Séméac, c'est tout nouveau. Alors, moi, je n'ai pas la prétention de faire beaucoup de nouveautés. Ce que je peux vous dire clairement, c'est que je me souviens, moi, qui ai passé une partie de ma jeunesse dans ce département, qu'il y avait à l'époque, vous l'avez certainement connu également, un festival de café-théâtre qui était piloté par le Parvis. Et dans le cadre de ce festival de café-théâtre, le Parvis allait dans beaucoup d'endroits, dont le CAC à Séméac. Moi, je me souviens, j'habitais Séméac, il se trouve, et que effectivement, nous avions, le Parvis venait à l'occasion de ce festival. Donc ça, c'était un peu perdu, vous avez raison. Donc nous, notre idée, c'est pareil, quoi. C'est-à-dire que il y a plusieurs échelles sur ce territoire. D'abord, nous sommes sous la compétence de l'agglomération de Tarbes-Lourdes-Pyrénées, hein, qui est l'un de nos financeurs. Donc le président de l'agglo, le maire de Tarbes d'ailleurs, hein, Gérard Trémège, quand on a échangé aussi par rapport au projet du Parvis, l'idée c'était aussi de travailler sur un principe d'itinérance à l'échelle de l'agglomération. Donc ça, ce qui est compliqué évidemment, c'est que tout ça, ça prend un peu de temps pour mettre en œuvre, etc. Moi j'ai essayé dans la période de confinement de quand même commencer à amorcer des choses. Donc on va évidemment travailler beaucoup avec la ville de Tarbes, que ce soit au Paris ou aux Nouveautés. On travaille avec la ville de Lourdes aussi, et j'ai essayé de voir, en voyant les programmations existantes un peu dans la périphérie, de voir qui pourrait être éventuellement intéressé. Donc l'association qui gère le centre Albert Camus de Séméac, on a discuté avec eux, il y a des choses qui les intéressaient beaucoup, donc on a développé ce partenariat.
Le maire d'Arcizac avait très envie aussi, donc on va à Arcizac à Dour. Il y a une association très dynamique à AD, donc on fait un spectacle à AD. Donc on va, et ça va se développer, bien sûr. L'idée, c'est vraiment de continuer à essayer de diriguer le territoire, mais l'idée étant qu'il faut qu'on soit sur des partenariats co-construits. C'est-à-dire qu'il faut aussi que les gens aient envie. Donc, le CAC n'a pas besoin du parvis pour faire une programmation. En revanche, ce que nous on fait, ils ne pourraient pas le faire tout seuls. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire où est-ce qu'on se retrouve pour faire des choses ensemble. Et après, l'idée, c'est aussi de travailler sur les mobilités, de faire en sorte que les gens viennent vers le parvis. C'est-à-dire qu'il y a des spectacles, et ça tout le monde le comprend, des grandes formes qui ne sont visibles dans ce département qu'ici. C'est-à-dire que le théâtre des nouveautés, ça passe pas. Il n'y a pas une salle dans laquelle on puisse organiser ça en dehors du parvis. Sinon, il faut aller à Toulouse, à Perpignan ou à Bayonne. Et donc, on essaie d'expliquer aussi aux différents partenaires que c'est intéressant de réfléchir aussi à un aller-retour avec ce territoire, à faire en sorte que les publics viennent vers nous. Donc, on a parlé de l'agglo. Il y a aussi des partenariats avec... là, c'est vrai que sur la saison qui vient, on sera présent, je crois, on a mis une carte dans le brochure de saison, je vais la regarder pour ne pas dire de bêtises, on est présent dans 25 communes. Et on fera 71 représentations, 22 spectacles différents, 71 représentations dans 25 communes tout au long de l'année. Donc on va beaucoup aussi dans les vallées, dans les vallées des Gaves, dans la vallée d'Or. Et l'idée, c'est que eux aussi, ce qui les intéresse, il se trouve qu'on a rencontré, on sait qu'on a des abonnés qui viennent de très loin, mais faire la route le 15 décembre, quand on habite à Saint-Lary pour venir au spectacle, pour descendre, c'est chouette, mais pour remonter à 23h, pour peu qu'il y ait un peu de neige, etc., c'est pas évident. Donc on a aussi mis en place des transports culturels qui vont se développer à la fois à l'échelle de l'agglomération et à l'échelle du département, avec l'aide aussi de la région, autour des transports à la demande. On est en train de travailler aussi politiquement avec les partenaires pour réussir à mettre ça en place. Alors vous avez innové aussi en créant les artistes complices, une sorte de compagnonnage. Quel est leur rôle ? Alors, vous savez que l'une des missions aussi de nos structures est de soutenir la création. Et nous avons donc des moyens de production pour cela. Et donc chaque année, on coproduit entre 15 et 25 spectacles. Donc ça veut dire que dans la saison qui vient, là je crois qu'on a 19 coproductions par exemple, c'est-à-dire 19 spectacles sur lesquels nous avons pris le risque de mettre de l'argent avant qu'ils soient créés, pour leur permettre de naître, et ensuite on les accueille. Bon. Donc ça, c'est quelque chose que l'on fait tout le temps. Maintenant, moi il me semble intéressant aussi, par rapport à ce travail de soutien aux artistes, de faire en sorte qu'un certain nombre d'entre eux puissent aussi nous accompagner et de ne pas être simplement dans une logique de diffusion. C'est-à-dire que quand on est un centre dramatique national, par exemple, je pense le plus proche de nous, c'est celui de Toulouse, le Théâtre de la Cité, à l'échelle d'une grande agglomération avec beaucoup d'habitants comme Toulouse et son agglo, des artistes peuvent venir et rester, par exemple, un spectacle peut rester une semaine, 15 jours. Quand il reste une semaine, 15 jours, autour de la présence de cette équipe artistique, on peut construire des choses, de l'action culturelle, aller à la rencontre des écoles, des associations, des gens qui pratiquent le théâtre ou la danse en amateur, et construire un certain nombre de choses. Nous, effectivement, à l'échelle d'une scène nationale dans un département comme le nôtre, en général, les équipes artistiques, sauf sur les tournées qu'on développe en itinérance, mais sinon elles viennent ici pour 1 ou 2 représentations au maximum. Donc elles arrivent la veille, elles repartent le lendemain, et donc on ne peut pas construire. Oui. Donc l'idée de ces compagnonnages, c'est de dire aussi, voilà, il y a un certain nombre de fidélités artistiques qui nous permettent à la fois de produire, de donner des moyens de production à ces équipes, mais également de les suivre, non pas ponctuellement sur une création, mais sur 2, 3 créations, c'est-à-dire sur 2, 3 saisons, et de leur demander aussi, qu'elles puissent venir ici pour répéter, etc., et de leur demander aussi de faire un travail d'action culturelle, de rencontre avec les publics du territoire. Et donc l'idée, en fait, de ces compagnonnages, de ces complicités, c'est de leur demander justement de travailler en ce sens et d'être à nos côtés aussi dans le développement du projet. Donc je ne sais pas si vous avez regardé ces artistes, mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est quand même, parce qu'il y a aussi des structures ça, je veux dire, on est très nombreux, très nombreux à faire ce genre de choses. On appelle ça artistes associés, artistes complices, bon, peu importe, mais
Moi, j'aimais bien le terme de complicité. Oui, je trouve qu'il est fort. Oui. Je trouve que c'est plus joli Oui. que artiste Ah oui. associé. Ah oui. Mais l'idée, c'est que c'est pas d'afficher, de dire bon voilà, mais on pourrait très bien dire, mais tiens, je vais afficher les 3 noms en vogue aujourd'hui, et de coproduire leur spectacle et de dire qu'ils sont artistes associés. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils soient vraiment associés, vraiment complices et qu'ils soient vraiment présents. Donc, sur les 5 équipes, il y en a 4 qui sont installées en région Occitanie. Donc, c'est-à-dire qu'il y a aussi une proximité géographique. Donc, je suis assuré que c'est simple. Et puis, il y a aussi, quand même, dans nos problématiques actuelles, à la fois de pandémie et de soucis d'écologie, clairement. Moi, je préfère travailler avec des équipes qui sont plutôt pas très loin que de faire des billets d'avion pour des gens qui viennent de l'autre bout du monde. Donc, il y a aussi cette problématique-là. Et puis, il y a une diversité d'esthétique. C'est-à-dire que moi, je parle beaucoup de transdisciplinarité, de porosité entre les disciplines artistiques, de gens qui décalent un peu les regards aussi, c'est-à-dire de travailler sur l'espace public. Il y a 2 compagnies, par exemple, là, qui sont sur les 5, qui travaillent à la fois dans des salles et dans l'espace public. Travailler sur l'itinérance, il y a une compagnie qui était une compagnie de cirque, qui a son propre petit chapiteau, et donc sous le chapiteau, d'ailleurs ils sont programmés cette année, c'est Bêtes de Foire, ils sont programmés au mois de mai prochain. Sous leur chapiteau, ils vont proposer leur spectacle, mais on va aussi ouvrir leur chapiteau à d'autres artistes, donc on va faire des concerts sous leur chapiteau dès qu'ils s'implanteront. Donc l'idée aussi, c'est d'essayer de décloisonner, de permettre ces circulations-là, et peut-être aussi avec ces artistes, avec Guillaume Lopez aussi, qui est déjà en résidence de territoire à Lourdes, par exemple, qui travaille dans les quartiers, etc. C'est aussi d'aller à la rencontre des publics, pas forcément dans le théâtre, mais plutôt dans des lieux qui ne sont pas des espaces dédiés et qui sont peut-être moins impressionnants pour des publics qui n'ont pas l'habitude de les fréquenter. Voilà. Donc l'idée, c'est aussi d'avoir des artistes qui sont un peu tout-terrain, quoi. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire que quand je dis beaucoup à mes collègues ici, moi ce qui m'intéresse, moins vous êtes dans vos bureaux, mieux je me porte. Ça veut dire que vous êtes en train de faire du lien sur le terrain, d'aller à la rencontre, etc. Et c'est la même chose, ces artistes-là, moi ce qui m'intéresse, c'est qu'ils puissent aussi être sur le terrain dans une forme simple de rencontre et de dialogue avec les habitants de ce territoire. Oui. Alors moi, j'allais vous poser une question à laquelle vous avez répondu en partie, parce que j'allais vous parler du soutien à la création. Donc pour les gens qui sont en résidence, effectivement, il y a la création et vous les amenez parfois jusqu'à la production. Oui, c'est-à-dire qu'on n'accueille pas, on produit plus que l'on accueille en résidence. C'est-à-dire que, en gros, une équipe artistique qui crée un spectacle, je vais donner un chiffre qui n'est absolument pas la réalité, mais par exemple, je ne dirais pas quel projet, mais l'un des projets qu'on soutient cette année a un budget de production de 150 000 euros. Donc ce budget de production, il inclut toute la recherche qu'il faut faire, éventuellement la construction des décors, la fabrication des costumes, etc. Et aussi les salaires, à la fois du metteur en scène, du scénographe, des différents acteurs, du régisseur son, du régisseur lumière, du régisseur plateau, etc., sur le temps de fabrication du spectacle, donc tous les temps de répétition. Donc ça, passé mis bout à bout, on va dire que ça coûte 150 000 euros. Donc les compagnies, quand elles nous parlent de leur projet, elles démarchent un certain nombre de partenaires, dont des structures, et sur ce budget de 150 000 euros, elles vont en avoir une partie qui va venir d'un soutien des collectivités, de l'État, de la région, essentiellement. L'État et la région ont des budgets pour soutenir la création, voilà. Et ensuite, ça va venir de ce qu'on appelle les coproductions, qu'elles vont chercher auprès de structures comme les nôtres. Donc, par exemple, nous, sur un budget ce budget de cette compagnie de 150 000 euros, le Parvis a mis 10 000 euros. Et donc ça veut dire qu'elle est allée chercher 8 ou 9 coproducteurs et qu'elle a réuni 100 000 euros et ensuite elle a complété les 50 000 restants par des subventions qu'elle a obtenues auprès. Donc avec ce budget-là, ça lui permet donc de créer et d'avoir en fait les moyens de payer les artistes pendant tout le temps des répétitions. Ça c'est la base. Ensuite, ces temps de répétition, les compagnies, il y en a très peu qui ont des lieux. Ça veut dire qu'elles cherchent des lieux de résidence. Ça, c'est le deuxième niveau où on peut, nous, effectivement, mettre à disposition des plateaux pour qu'elles puissent répéter. Nous, on a une seule grande salle. Donc la grande salle, nous, elle est tellement occupée pour la diffusion qu'on peut très peu la mettre à disposition d'équipes. Alors, on l'a beaucoup fait pendant le confinement, puisqu'on était fermé au public, mais sinon, dans une année normale, c'est difficile. On a une petite salle, nous, celle des ateliers,
que l'on met à disposition, mais plutôt pour des petits formats, notamment pour du jeune public. Ou sinon, on peut aussi travailler, par exemple, cette année, on fait une résidence en partenariat avec le Paris. C'est nous qui mettons l'argent en production à une compagnie, c'est nous qui jouera Siffleur de danse, une compagnie de cirque qui s'appelle le GDRA. Mais c'est pas nous qui l'accueillons parce qu'on n'a pas les lieux, c'est le Paris qui l'accueille. Donc on a monté un partenariat avec le Paris pour ça. Donc ce que je veux dire, c'est que résidence et coproduction vont souvent de pair, mais pas forcément. C'est-à-dire qu'on peut aussi accueillir des équipes en résidence. Donc nous, on paie la résidence, mais on n'aura pas mis une coproduction. Mais on peut aussi mettre de la coproduction sans accueillir en résidence. Voilà, en gros, je ne sais pas si j'étais très clair, mais voilà, ça, et donc du coup, derrière, ça veut dire que nous, sur l'année, là, je crois qu'on a indiqué quelques chiffres qui sont assez parlants aussi. Hein, donc, on a cette année, en 2021-2022, on accueille effectivement 16 résidences, donc 16 équipes en résidence, mais par exemple, on a soutenu 19 projets en production. Voilà. Et si vous regardez, dans la brochure, c'est indiqué, hein, c'est 19 projets coproduits. Donc là, je regarde sur les résidences qu'on accueille en 2021-2022. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 résidences. Certaines sont des résidences de territoire, des résidences qui ont lieu dans des établissements scolaires. Sur ces 16 résidences, il y en a 12 dont on est coproducteur, mais il y en a 4 dans lesquels on n'est pas coproducteur. Oui. C'est juste un accueil en résidence et pas une coproduction. Voilà. Alors, vous avez passé aussi une forme de contrat avec l'éducation nationale pour la jeunesse et l'éducation artistique. Alors, oui. Alors, oui et non. C'est-à-dire que, en fait, nous avons un contrat avec l'État. Puisque c'est notre label qui fait que nous sommes, de toute façon, on passe un contrat avec l'État. Notre ministère de tutelle reste le ministère de l'Éducation nationale. Non, justement, le ministère de la Culture. Mais évidemment, l'un des grands axes des programmes des scènes nationales est l'éducation artistique. Donc l'éducation artistique et culturelle, il y a aussi un programme national qui s'appelle le 100% EAC, c'est-à-dire l'idée étant que EAC, donc pour éducation artistique et culturelle, l'idée étant que 100% des élèves en France de moins de 18 ans aient accès dans l'année au moins à une action culturelle, mais qui n'est pas forcément liée à une scène nationale. Ça peut être un musée, une visite d'expo, ça peut être le cinéma, ça peut être... Bon, voilà, c'est extrêmement varié. Donc nous, dans ce cadre-là, notre objectif, c'est de concourir au maximum à ce 100% EAC qui se met en œuvre dans chaque département, puisqu'en gros les directions départementales de l'éducation, des services de l'éducation nationale, c'est eux qui gèrent ça en lien donc avec les DRAC, etc., et puis les structures culturelles. L'idée, c'est que dans chaque département, les projets se développent. Ici, dans les Hautes-Pyrénées, ça veut dire qu'il y a une convention qui est en cours d'élaboration et de réflexion entre la DSDEN, donc l'éducation nationale, le département, la DRAC, et qui sollicite divers partenaires, dont le Parvis, pour développer ces projets-là. Nous, depuis toujours, on a une saison jeune public, et le Parvis fait d'ailleurs partie des premiers théâtres à avoir développé une vraie saison jeune public dans la fin des années 70, clairement. Donc on a un gros programme au niveau du cinéma, du centre d'art. Donc l'idée, c'est qu'on définit, nous, chaque année, une programmation importante. Et nous, le Parvis, c'est 30 000 entrées scolaires au total, ce qui est énorme. C'est-à-dire que si on prend le cinéma, plus le spectacle, plus le centre d'art, on accueille 30 000 enfants tous les ans. Donc ça veut dire que ce travail existe. Et effectivement, nous sommes en lien pour cela avec les conseillers pédagogiques de la DSDEN. Il y a un conseiller pour les arts plastiques, il y a des professeurs détachés par niveau qui aussi nous accompagnent dans ce travail-là. Et on définit, nous, donc en lien avec eux, un certain nombre de programmes et de parcours, soit qui sont des parcours disciplinaires, et soit, ce qui est mieux de notre point de vue, des parcours transdisciplinaires, où, par exemple, dans l'année, on peut, avec une classe, se dire, tiens, on vient voir un spectacle, 2 séances de cinéma, une visite du centre d'art, on fait 3 ou 4 ateliers autour de tout ça, et voilà, et on définit des parcours un peu cohérents aussi par niveau, c'est-à-dire qu'il y a des parcours qui sont axés pour la maternelle, d'autres plutôt pour les primaires, d'autres pour les collégiens, pour les lycéens, et donc tout ça se construit avec l'éducation nationale
mais on n'a pas signé, si vous voulez, une convention directe avec l'éducation nationale. Mais ça fait partie, Ça fait partie. si vous voulez, de dispositifs aussi interministériels. C'est-à-dire que voilà, la culture fait partie de l'éducation, et donc on travaille tous de concert pour essayer d'aller vers une éducation artistique et culturelle cohérente, en sachant que d'un territoire à l'autre, ça change, et que dans certains départements, il y a une volonté politique aussi très forte qui permet de développer des projets d'envergure, dans d'autres un peu moins. Donc ici, donc, il y a une volonté politique globale. Maintenant, il faut qu'on arrive peut-être à muscler un petit peu les actions pour qu'il n'y ait plus de zones blanches, parce que malheureusement, moi c'est ça qui m'interroge, c'est-à-dire que vous prenez la vallée de la Barousse, par exemple, qui est quand même assez loin de nous. En Barousse, ils sont assez loin des équipements culturels. Le plus proche d'eux, c'est la Maison du Savoir à Saint-Laurent-de-Nest, qui fait des choses, bien sûr, et nous, on travaille avec eux. Mais il y a certainement des choses à imaginer pour renforcer certaines zones comme celle-là, ou certaines autres zones de montagne qui sont plus éloignées de l'offre culturelle, quoi. Donc, c'est effectivement l'un de nos chevaux de bataille. Voilà. D'accord. Alors, j'aimerais aussi qu'on parle bien sûr des temps forts. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail de la programmation que les gens pourront retrouver sur le site du Parvis. Mais pourquoi alors avoir choisi ces grandes thématiques, c'est-à-dire par exemple mémoire et résistance, musique du monde, les lumineuses, le grand jeu, mais en cirque? Alors, moi j'arrive, encore une fois, même si ça fait 1 an que je suis là, j'en finis plus d'arriver, vous allez me dire, mais bon, vous savez dans quel contexte, et donc dans un contexte de fermeture, et c'est vrai que c'est pas évident de développer les choses. Donc ensuite, il se trouve que quand on construit une programmation, elle se construit de façon empirique, parfois avec des marqueurs un peu forts, et il y a des choses, c'est pas enfiler des perles sur un collier, quoi. C'est-à-dire que il y a des choses, des logiques qui se dégagent finalement d'une programmation auxquelles on n'a pas forcément pensé au départ, quoi. Ou alors de façon inconsciente. Alors je peux répondre sur est-ce que les différents temps forts n'ont pas la même signification et n'ont pas été construits de la même façon. Le grand jeu, il se trouve que quand j'ai su que ma candidature était retenue pour la direction de ce lieu, c'était donc en février 2020, et que je suis venu pendant les vacances scolaires ici pour commencer à prendre un peu le pouls du territoire. Et il se trouve qu'au moment où je suis venu, c'était la première édition du Grand Jeu en février, pendant les vacances d'hiver, au Parvis. Et donc, première édition d'un festival dédié à la jeunesse, aux familles, etc. Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Il y avait un bal organisé avec l'association Densité, un bal hip-hop avec les parents, les enfants qui mangeaient des bonbons Haribo en dansant. C'était très rigolo. D'autres qui sortaient d'une séance de cinéma, d'autres qui partaient pour un atelier au centre d'art. Il y avait une espèce de bouillonnement. Et donc, du coup, on avait reprogrammé un grand jeu donc, au mois de février dernier qui n'a pas eu lieu, du coup. Donc là, il me semblait logique de poursuivre dans cette idée-là. Donc le grand jeu, pour moi, c'est une évidence, on l'a relancé, donc c'est pour ça qu'il existe encore l'année prochaine. Ensuite, en ce qui concerne mémoire et résistance, les musiques du monde aimées en cirque, ça s'est construit par rapport à des opportunités de programmation. C'est-à-dire que Marie-Claire Rioux avait programmé Matria, un spectacle donc, autour de la guerre d'Espagne, qui n'a pas eu lieu en raison de la pandémie, et avait coproduit un spectacle qui n'était pas créé, le procès Eichmann à Jérusalem. Il se trouve que le procès Eichmann à Jérusalem, le metteur en scène est comédien, et le premier a été mon premier directeur de scène nationale, Yvan Moran, qui était directeur à Albi, c'est lui qui m'avait embauché à Albi donc en 99. Et donc je trouvais que c'était plutôt un clin d'œil intéressant que pour ma première saison de programmation ici, je programme la personne qui a été mon premier directeur. Et vous voyez, le procès Eichmann à Jérusalem, Matria, et en même temps, j'avais envie aussi dans ce travail avec la jeunesse, de travailler avec les ados, avec les jeunes adultes, autour de ces questions-là aussi, de mémoire, de résistance, d'embrigadement, etc. Et la compagnie de Camille Dallot, la compagnie de Montpellier, proposer donc un diptyque, mémoire et résistance, et la troisième vague. Et avec tout ça, je me suis dit, plutôt que de les disséminer dans l'année, on va le ramasser autour d'un temps fort en début d'année,
qui va être donc du coup un peu intelligent parce que ça nous permet, même si ça peut paraître un peu plombant pour lancer une saison, en fait ce sont des spectacles qui sont vraiment pas du tout dans le pathos, qui sont pas du tout des spectacles morbides, mais au contraire des spectacles engagés, intelligents, avec des paroles différentes et qui donnent des visions et des angles différents sur ce qu'on entend par mémoire et résistance. Et aujourd'hui, moi qui ai eu des grands-parents espagnols pour partie, ou qui ont fait la guerre de 39-45 pour partie, c'est vrai que quand je vois mes enfants aujourd'hui qui ont une quinzaine d'années et qui finalement n'ont pas connu tout ça, donc si on ne fait pas œuvre de mémoire là-dessus, ce sont des choses qui se perdent. Et quand on voit à l'approche des prochaines élections, les candidatures multiples qui se déclarent aujourd'hui, certaines assez inquiétantes quand même, moi je trouve important que d'essayer de développer cela et que ce soit non seulement, que ce soit aussi une façon de faire un pont entre les générations, c'est-à-dire ma génération et peut-être une conscience différente, les générations de mes parents en ont encore une autre. En revanche, faire un pont entre nos générations à nous et la jeunesse d'aujourd'hui, se retrouver dans une salle de spectacle pour échanger autour de ces thématiques-là, je trouve ça intéressant. Donc c'est pour ça que ça s'est construit comme ça. Pour les musiques du monde, c'est pareil, c'est une opportunité de programmation, c'est-à-dire qu'on avait un report là, de Kogo Babazigi qu'on devait faire, en tout cas Every Third était programmé. On a été obligé d'annuler. Il y avait ce projet Kogo Babazigi qui était dans les tuyaux, c'est dit on peut le programmer. Andalouse de Guillaume Lopez qui était à la même période, et il se trouve qu'on savait qu'il y avait une tournée possible aussi avec un plateau de musiciens réunionnais à ce moment-là. On s'est dit, bah tiens, sur une semaine, on peut faire 3 concerts et on a une espèce de temps fort qui est très ouvert aussi, quoi. Donc c'est comme ça que ça s'est construit, c'est vraiment de façon empirique, mais voilà, pour Mai en cirque, là aussi, on s'est dit, tiens, on est dans un département qui est un peu le plus, on va dire, quand on prend la carte de la région Occitanie est une région qui est très marquée par le cirque, entre le festival Cirque à Auch, le Lido à Toulouse, la Grainerie, il y a un autre pôle national des arts du cirque à Alès, donc il y a quand même une histoire avec le cirque très importante dans cette région, mais que nous, finalement, là où nous sommes, on est les plus éloignés de cette offre circassienne, et on s'est dit, tiens, mais même si ça reste encore des mois où il peut beaucoup pleuvoir, on se dit, allez, on tente le coup, on essaie de faire un espèce de temps fort qui permet de clôturer aussi la saison avec un public familial, faire venir des publics différents, autour d'une offre circassienne un peu étoffée, avec des gros spectacles. Il se trouve qu'on est coproducteur du spectacle de James Tirey, donc le petit-fils de Charlie Chaplin, qui fait toujours des spectacles incroyables, et donc on était coproducteur, on lui a dit, est-ce que tu peux venir en mai? Il a dit, oui, c'est possible. Donc on a cahier de date en mai, on savait qu'on avait Bête de Foire, le petit chapiteau qui tournait sur le territoire, le cirque Pardi qu'on a vu à Auch qui nous dit mais nous, mais c'est possible, on se dit bah, tiens allez on fait un temps fort cirque à ce moment-là. Après les lumineuses c'est encore autre chose, puisque là c'est pareil, moi je parle beaucoup de, et puis c'est aussi une directive, et je trouve normal que d'essayer de travailler au maximum à l'égalité homme-femme, et au fait de rééquilibrer aussi les propositions et les programmations autour de cette idée de parité homme-femme. Il faut regarder quels sont les leaders, entre guillemets, de chaque projet, de la programmation. Si vous prenez toute la programmation, vous verrez que quand je parle d'égalité homme-femme, c'est quand je dis leader, c'est-à-dire que soit c'est un ou une metteur en scène, un ou une chorégraphe, etc. Là, on est à 51-49, on est presque à 50-50, c'est-à-dire qu'on est à 51% d'hommes pour 49% de femmes. Ceci dit, je l'ai dit l'autre soir à la présentation de saison, vous avez vu le plateau, nous étions 3 garçons sur le plateau, plus Wally et Jérôme Rouget, c'est-à-dire 5 hommes pour 0 femmes. Or, quand j'ai cité l'équipe à la fin, dans l'équipe de la scène nationale de permanence, c'est 17 femmes pour 10 hommes. Donc tout ça pour dire qu'il y a aussi une question par rapport au pouvoir et par rapport à la représentativité et par rapport à comment on revendique les choses. Donc c'était aussi une volonté, ça, de faire un temps fort pour mettre ça en avant. C'est-à-dire que là, les 4 spectacles qu'il y a dans le cadre des Lumineuses,
il y en a 3 pour lesquels ce sont des femmes qui sont en leader. Le 4e, c'est un metteur en scène. Ceci dit, le metteur en scène, il met en scène 5 femmes au plateau sur un texte d'une écrivaine qui est une commande qu'il a passée. Voilà. Donc tout ça pour dire que l'idée, c'était aussi de mettre ça en avant et d'essayer de mettre en lumière les femmes créatrices, mais aussi donc, non seulement les femmes créatrices, mais aussi les grands personnages de la littérature féminine, grands personnages féminins de la littérature, les grandes figures féminines du théâtre. Donc, voilà. Donc l'idée, c'est Médée, par exemple. Voilà. On aurait pu intégrer, on a aussi un spectacle qui s'appelle Antigone, au pluriel, de Nathalie Noz, qui arrive un peu plus tard. Donc on a décidé de ne pas le mettre dans les lumineuses, mais on pourrait tout à fait le rattacher aux lumineuses. Vous voyez. Mais l'idée, c'était ça. Donc après, c'est vrai que je pense qu'il y a des temps forts qui ne vont pas forcément rester toujours à la même période, mais le grand jeu, je pense que c'est quelque chose qui va perdurer. Les lumineuses, je pense que c'est quelque chose qui va perdurer. Et après, qu'on ait un peu des focus dans la programmation, ça on en aura toujours, mais ça ne sera pas forcément les mêmes chaque année. C'est aussi lié à la façon dont se construit la saison, aux opportunités que nous avons. Voilà. Et alors cette année, vous avez dans la programmation retenu pas mal de pièces du Festival d'Avignon 2021. Oui, ben alors ça c'est aussi un hasard quand on est coproducteur, quand on s'engage sur des coproductions, on sait certaines choses, mais on ne sait pas tout. C'est-à-dire quand on rencontre les équipes, au moment où on les rencontre pour les coproduire, elles nous disent bon ben on est dans la shortlist pour le Festival d'Avignon, mais c'est pas encore confirmé. Donc après, nous, on fait des paris. Il se trouve que cette année, on a 5 spectacles, ce qui est rare quand même. 5 spectacles qui étaient dans le Festival IN d'Avignon cette année. Donc, Fraternité de Caroline Guillain-Guyenne, qui est la plus grosse production européenne cette année, qui est un énorme projet magnifique qu'on accueille au mois de novembre. Puis là, comme je le disais, c'est pareil. Là, c'est la seule date dans le Grand Sud. Ils font une semaine à Madrid, après ils vont une semaine à Lyon, et entre les deux, ils s'arrêtent à Tarbes. Donc ça, pour nous, c'est exceptionnel. Et c'est une équipe de 28 personnes, un énorme décor, il y a 4 jours de montage. Donc ça, c'est forcément formidable. Il y a Christiane Jataï aussi qu'on accueille, le spectacle Entre chiens et loups. On a Maggie Marin, il y a Les voir de plus près. Et ensuite, on a Yann Martens avec son spectacle Ennemi à Tempt, qui a été aussi un des temps forts du Festival d'Avignon. Et puis le dernier, c'est Royan avec Nicole Garcia. Donc ce sont les 5 spectacles qui étaient programmés dans le IN d'Avignon. Encore une fois, au moment où on les programme, je savais pour Caroline Guillain-Guyenne, la fraternité, que là c'était sûr que c'était créé à Avignon, ça je le savais. Mais pour les 4 autres, c'était pressenti qu'ils soient à Avignon. Mais au moment où on a choisi de les programmer, on n'en était pas certain. Donc c'est des heureux hasards. Ça nous permet aussi, nous, de qualifier ce qu'on fait. C'est-à-dire que ça nous donne un peu de notoriété, parce qu'on profite de la notoriété d'Avignon, bien sûr. C'est-à-dire que quand on estampille Avignon Festival IN, forcément, pour le public, on se dit, ah oui, quand même, c'était Avignon, donc ça doit être pas mal. Voilà, c'est ça. Bon, en tout cas, vous avez une très bonne programmation, donc je pense que vous devez être content de cette programmation. Oui, bien sûr, je suis content. Après, on est évidemment, quand on arrive au moment où on boucle les choses et où on commence à travailler sur la communication, sur la rédaction des supports de communication, on est heureux. Après, on est heureux tout en étant un peu inquiet, un peu fébrile. Je le disais aussi à la présentation de saison, c'est-à-dire que aujourd'hui, on a une programmation qui est très lourde, c'est-à-dire qu'on est parti sur 80 spectacles, mais parce qu'on a voulu tout sauver. C'est-à-dire qu'il y a des spectacles sur lesquels on s'était engagé, et d'autres qui auraient déjà dû avoir lieu, mais qui n'ont pas eu lieu, et qu'on a choisi de reporter. Donc on a une saison qui est lourde, mais déchargée, mais en même temps qui reste cohérente, avec des choses très différentes, très variées, avec beaucoup de spectacles aussi hors les murs, avec des choses très ouvertes, avec de l'humour, avec un équilibre important dans la musique aussi, avec un spectre très large, avec un peu plus de cirque, un peu plus de danse, voilà, on a un peu essayé de procéder à quelques rééquilibrages. Après, quand je dis qu'on est un peu fébrile, c'est que on a besoin, nous, ça commence à bien partir, les abonnements, etc. Oui. C'est-à-dire qu'on est très heureux par rapport à l'année dernière où on est très très nettement au-dessus, mais on reste encore un petit peu en dessous d'une année normale, entre guillemets. Oui. C'est-à-dire qu'on sait que les personnes, et ça c'est très difficile, nous on sait gérer tout ce qu'on nous a demandé de gérer. Il fallait
de maintenir des gestes barrières, dont la distanciation physique, ça on a su le faire. On nous demande de contrôler le pass sanitaire et de l'appliquer, on sait le faire aussi, même si c'est compliqué pour nous, puisque c'est quand même difficile d'avoir un discours de service public, d'ouverture à tous, et en fait de se retrouver à être obligé d'en exclure une partie, et ça, pour nous c'est difficile, mais de toute façon, nous, on est là pour appliquer la règle, il n'y a aucun problème. Maintenant, ça on sait faire. En revanche, ce qu'on ne sait pas faire, c'est être les Nostradamus de la culture, c'est-à-dire parier sur l'évolution des comportements humains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je ne sais pas, je ne sais pas comment vous avez vécu cet été, mais moi j'ai vécu cet été un certain nombre de manifestations culturelles. Je pense à certains festivals, pas loin de nous en particulier, qui ont été très 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 loin des chiffres de fréquentation habituels, et même des salles plutôt vides, parce que les personnes finalement avaient du mal à faire la démarche de revenir dans ces lieux, alors que, à côté de ça, en revanche, je pense que les gens avaient besoin de retourner sur les terrasses de café, au restaurant, etc. Donc la question, c'est comment on fait pour revenir dans les radars et retrouver cette relation au public. Et ça c'est très difficile à mesurer. Donc nous, c'est pour ça que le travail de territoire, le travail le fait de sortir des murs, d'aller vers des propositions qui sont aussi dans l'espace public, c'est ça pour moi, c'est essentiel pour qu'on essaie de renouer au maximum ces liens qui sont peut-être un peu distendus avec les publics, quels qu'ils soient. Pour le moment, il y a moins d'épées de Damoclès, puisque de toute manière, on peut accéder. Bon, bien sûr, il y a le pass sanitaire, mais bon, il faut espérer que ça continue comme ça et que beaucoup de gens prennent des abonnements. Voilà, c'est ça. Donc c'est vrai que on est content du lancement de la saison, de la façon dont ça se passe pour le moment. Maintenant, on est loin du compte. Il faut qu'on continue à se battre pour faire en sorte que nos salles soient de belles salles, que les publics soient nombreux à venir découvrir des propositions vers lesquelles peut-être ils ne seraient pas allés d'eux-mêmes. Et donc on a un vrai travail de quotidien, de terrain à développer, et c'est pour ça qu'on est là. Nous, on est des passeurs, on n'est pas des artistes, on est là pour favoriser ces rencontres entre les équipes artistiques, les œuvres et les publics, quels qu'ils soient. Donc il faut qu'on se batte au quotidien pour ça, et on va le faire, comptez sur nous. J'en suis sûre. Alors juste avant de conclure, moi une dernière question. J'aimerais que vous nous parliez de la soirée qui est organisée avec la GESP, la soirée blues. Alors oui, écoutez, là c'est pareil, nous avons des structures différentes, des publics parfois communs, parfois différents. Et quand on en a discuté avec Pierre Domingès, on s'est dit, tiens, est-ce que ça serait pas intéressant qu'on organise une soirée ensemble qui nous permettrait non pas de nous faire concurrence, mais plutôt d'additionner les publics, quoi. Donc on a réfléchi à plein de choses, et puis on s'est entendu en se disant, tiens, ça serait intéressant qu'on soit sur une soirée peut-être blues qui nous permette à la fois d'être dans l'esthétique de ce que défend le Parvis, et à la fois dans l'esthétique de ce que défend la GESP. Alors c'est une soirée qui n'est pas tout à fait bouclée, parce que la difficulté à laquelle on se confronte, c'est que nous, sur le théâtre, sur la danse, sur la musique, le cirque, on est sur des temporalités, qui nous faisons nous programmer à l'année, alors que dans le champ des musiques actuelles, ils sont plus sur une programmation au mieux au semestre, et en général au trimestre. Donc quand on a discuté, nous, il fallait qu'on puisse annoncer les choses par rapport aux abonnements. Donc on a pour l'instant calé deux groupes, donc Jean-Jacques Milteau en quartet, qui est un grand harmoniciste que tout le monde connaît, avec un chanteur qui est l'un des derniers membres du Golden Gate Quartet notamment. Et puis on s'est aussi entendu sur un groupe, parce que ça nous semble intéressant aussi, qui s'appelle Muddy Gurdy, qui est du blues auvergnat, qui a la particularité d'avoir une chanteuse et guitariste, un batteur. Et ça c'est particulier, et ça nous intéresse beaucoup, nous ici aussi, par rapport notamment aux musiques traditionnelles, c'est qu'il y a une vielle à roue électrique. Et qu'en fait, c'est donc un musicien qui joue du blues à la vielle à roue. C'est assez étonnant. Donc, et on trouvait ça hyper intéressant, à la fois Pierre Domingès et nous, ici, avec Emmanuel Gérard, avec qui on travaille sur la musique, de programmer ce groupe-là. Et ensuite, on va compléter ce plateau par une troisième proposition,
on avait pensé à un groupe, mais dont c'était pas possible de l'annoncer. Finalement, là, j'ai eu Pierre Domingès au téléphone, ça sera pas possible. Donc, on est en train de réfléchir à compléter la soirée, mais on va attendre un petit peu pour ne pas se couper d'opportunités. Que si on se positionne trop tôt, on risque de laisser passer, quoi. Voilà. Bon, en tout cas, merci Frédéric Esqueré d'avoir Merci répondu à nos questions Merci et à de vous. nous avoir présenté donc la volonté de cette programmation Esprit.